Bonjour fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine pour cette autre sortie de votre matinale informative Ligne Rouge consacrée au Burkina Faso avec peut-être un semblant de réveil qu'on observe depuis quelques temps de ce côté-là avec cet entretien du nouveau Premier ministre burkinabé Albert Ouédraogo qui a dit beaucoup de choses qui ont fait frémir la galaxie panafricaine en ce qui concerne la situation sociopolitique, culturelle et même coloniale du côté du Burkina Faso. Se dirige-t-on vers la signature probable d'un accord de coopération militaire entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie? On essaiera de comprendre cette thématique avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition de votre matinale informative. Pour faire le débat ce matin, nous sommes avec Nestor Podassé qui est en direct de Ouagadougou. Bonjour et bienvenue, cher Nestor. Bonjour. Bonjour à mes co-panélistes Limba et Issa Diawara. Bonjour aux techniciens, bonjour au PDG d'Afrique Média. Bonjour à tous les Africains et bonjour à tous les combattants de la liberté et tous ceux qui luttent contre leur néocolonialisme. Merci beaucoup. Nestor Podassé, également avec nous, vous l'avez dit, le général du peuple malien, Issa Diawara. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, M. Junior Wafo. Bonjour à toute l'équipe d'Afrique Média et je dis bonjour à toute l'Afrique. Merci bien. Merci à vous, cher Nestor. Une autre grande dame est également avec nous. Ce matin, on ne la présente plus. C'est bien sûr Linda Larbaoui. Bonjour et bienvenue, Linda. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe d'Afrique Média et tous les Africains qui sont éparpillés dans le monde et en Afrique. Merci à vous trois d'avoir répondu présent à cette invitation matinale. Eh bien, ce matin, on reparle en tout cas du Burkina Faso avec les propos du Premier ministre Albert Ouédraogo tenus lors d'une interview en ce qui concerne la colère qui monte contre la France depuis quelques mois, depuis des années même déjà au Burkina Faso, une colère qui tente d'être étouffée par plusieurs moyens, mais le peuple burkinabé semble déterminé cette fois-ci à prendre son destin en main et sortir définitivement des griffes de la France, à l'instar du Mali. Le nouveau Premier ministre a donc donné une interview où il parle des anciens partenaires de la France. On essaie donc de comprendre si désormais le Burkina Faso se dirige vers la signature d'un accord de coopération militaire avec la Fédération de Russie. Mais avant, on va peut-être, avec le concours de la réalisation, écouter le Premier ministre burkinabé lors de cet entretien, Albert Ouédraogo, qui a dit beaucoup de bonnes choses. On l'écoute et on revient sur le plateau pour en parler avec vous et nos invités. Certains Burkinabés estiment aujourd'hui, en tout cas une partie de l'opinion, qu'il faut aller vers d'autres partenaires, notamment la Russie. Est-ce que déjà vous partagez cette opinion? On a vu en temps une délégation, en tout cas du Burkina Faso, de haut niveau, qui était au Mali. Est-ce que vous partagez cette opinion d'une partie des Burkinabés? Nous avons des relations de partenariat avec la Russie depuis bien longtemps. Alors, sur la question des partenariats, nous l'avons toujours dit, nous sommes dans une logique de diversification. La diversification des partenariats repose sur plusieurs principes. D'abord, le principe de liberté. Pour nous, d'aller vers le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ainsi, quitte à froisser des partenaires historiques. Voilà, si certains partenaires ne sont pas contents du fait que nous allons avec d'autres, bon, ce sera donc à notre corps défendant que nous allons donc rompre le partenariat avec eux. Ensuite, la diversification est fondée sur le principe de la sincérité. Il faudra que ce soit des partenaires sincères qui veulent effectivement nous aider et que nous soyons donc dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, également, sur la question militaire, le partenariat donc est fondé sur le principe de l'indépendance territoriale. C'est pour dire que dans cette logique de partenariat, il n'est pas question pour nous que des troupes étrangères viennent mener donc le combat que nous menons à l'heure actuelle donc à la place des forces de défense et de sécurité. Et l'autre aspect, c'est l'optimisation des atouts de chaque partenaire.
Et c'est extrêmement important. Compte tenu de la complexité de la menace, nous avons des partenaires donc, qui sont spécialisés dans les questions de formation. Nous avons des partenaires qui sont spécialisés donc, dans les questions de renseignement. Nous avons aussi des partenaires qui sont spécialisés dans les questions d'équipement. Donc il s'agit pour nous d'optimiser donc, les atouts de chaque partenaire. En tout état de cause, ce qui est extrêmement important, c'est que nous puissions compter sur nos propres forces. Nous puissions compter sur la construction d'une capacité endogène de résilience et de résistance. Et c'est ça, en fait, notre but aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous parlez de la diversification des partenaires. C'est vrai qu'on a un partenaire classique qui est la France. Il y en a qui pensent aussi à la Russie, à bien d'autres pays. Mais il y a de plus en plus de Burkinabés qui estiment qu'aujourd'hui, il faut donc rompre définitivement avec la France. Qu'est-ce que vous pensez justement dans ce domaine-là? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, ceux-là qui demandent justement une rupture totale avec la France? Je pense que effectivement, il y a des questions à se poser. Et je comprends leurs revendications. Parce que la France, c'est vrai, c'est le partenaire historique. Oui. Et c'est le premier partenaire, même en termes de chiffres. Mais il faut également donc dire que, comme ce qu'un devancier l'a dit, l'aide doit aider à assassiner l'aide. Et si depuis des années, cette aide, cette coopération n'a pas permis d'assassiner l'aide, il faut se poser des questions. Et je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, aujourd'hui, il faut revoir. Parce que il faut également dire que nous, en tant que dirigeants, nous ne pourrons pas continuer à rester sourds, à rester insensibles face à ces revendications, parce que nous avons des composantes importantes de notre peuple qui le réclament. Et donc, il faut bien sûr qu'à un moment donné, donc, nous puissions regarder. Mais je voudrais terminer en soulignant qu'il n'y a aucun problème entre le peuple burkinabé et le peuple français. Il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations burkinabées. La preuve, c'est que nous avons des Burkinabés qui vivent en France et qui vivent en bonne intelligence avec les Français. Nous avons également des Français, des citoyens français qui vivent ici et qui sont en bonne intelligence avec les Burkinabés. Donc le problème ne se pose pas en termes de peuple ou de population, mais le problème peut-être se pose en termes de politique, de relations de coopération, de politique et de relations donc, entre gouvernements. On a l'impression qu'il y a eu quand même une petite brouille entre-temps avec les propos de l'ambassadeur. On a vu donc, en tout cas, le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui rappelait donc l'ambassadeur, en tout cas, à revenir ou en tout cas à éviter certains types de propos. Certains condamnaient également les propos de l'ambassadeur lors de la fête du 14 juillet où l'ambassadeur a évoqué les idiots utiles sur les réseaux sociaux. Alors comment vous réagissez à tout cela, Excellence? Comme tous les Burkinabés, j'ai été indigné, j'ai été outré par les propos tenus par un ambassadeur aussi respectable que M. Alad et qui représente un pays aussi respectable que la France, que nous appelons affectueusement la patrie des droits de l'homme, donc qui est aussi donc la patrie de la liberté d'expression par excellence. Donc effectivement, nous avons mal vécu ces propos, mais il faut dire que le gouvernement a réagi. Je ne voudrais pas revenir encore plus donc, sur la question. Le gouvernement a réagi, a fait un communiqué et bien sûr l'intéressé s'en est excusé. Mais permettez-moi de dire une chose. Nous avons une jeunesse africaine, particulièrement burkinabé, qui est devenue de plus en plus consciente, qui est de plus en plus éclairée et qui est de plus en plus décomplexée. Et ceux qui n'ont pas compris ça, c'est eux les vrais idiots. Excellence, on va... Merci à la réalisation. Eh bien, il est vrai que l'entretien était plus long que cela, mais ceci était un morceau choisi que nous vous proposions ce matin. On va retrouver Nestor Podacé, tout d'abord, pour revenir un peu sur Luc Alad, l'ambassadeur de France à Ouagadougou. Eh bien, cher Nestor, Luc Alad est finalement rentré en France ou bien il est toujours au Burkina? Continuons à sortir. Demain encore, nous allons sortir à Bobo pour demander son départ.
demander la fin des accords militaires avec la France, demander que l'expertise française prenne fin avec le Burkina Faso, et nous appelons son Excellence Paul-Henri Sadago et son gouvernement à rejoindre la lutte du peuple. Donc notre mot d'ordre est maintenu. Chaque vendredi, nous allons sortir. Tant que cette idée inutile sera encore au Burkina, nous allons continuer à manifester. Ça, c'est un. Donc, c'est pour dire qu'il est encore là. Si le gouvernement veut qu'on le croie, qu'il le renvoie cet ambassadeur. Nous, aujourd'hui, nous avons été mentis depuis 15 octobre 1987 jusqu'à aujourd'hui que nous n'avons plus confiance aux propos des leaders politiques tant que nous ne voyons pas les actes concrets et tangibles sur le terrain. Parce que le tigre ne vend pas sa tigritude, il bondit sur sa proie, il saisit et s'il montre que vraiment il est tigre. Sinon, tigre sur papier, nous n'en voulons plus. Nous voulons les actes concrets. Merci. Merci à vous, Nestor Podacé, pour cette première intervention. Et Issa Diawara, on a écouté ensemble le Premier ministre qui a dit beaucoup de bonnes choses. Cher Issa, il faut le reconnaître. Comment vous percevez ce discours d'Albert Ouedraogo? Ok. D'abord, ce qu'il faudrait retenir, le discours en soi, c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Il a fait un bon discours. Maintenant, quitte à lier le discours maintenant au fait, lier la parole au fait, c'est de cela qu'il est question. J'ai retenu dans son discours 5 points essentiels. Le premier point, il a parlé dorénavant d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est un point important. Comme beaucoup, en tout cas, de leurs concitoyens, beaucoup de Burkinabés sont en train de demander, le Burkina doit diversifier ses partenaires. Deuxième chose que j'ai retenue dans le discours de M. le Premier ministre, c'est le respect de la souveraineté du Burkina Faso. Puisque s'il parle du respect de la souveraineté, et il dit même quitte à fâcher certains partenaires historiques, cela veut simplement dire qui est ce partenaire historique, bien sûr, c'est la France. Maintenant, quand il demande le respect de la souveraineté, qui est le pays partenaire du Burkina Faso qui ne respecte pas intégralement sa souveraineté, c'est encore la France. Troisième point, il a parlé d'optimiser le point fort de chaque partenaire dorénavant. Par exemple, au niveau du Mali, nous avons notre partenaire Algérie, par exemple. L'Algérie est très forte au niveau des renseignements. Il faut optimiser ces points. Par exemple, avec le Mali, la Russie est très forte en livraison d'armes et aussi au combat au niveau diplomatique, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut optimiser cela. Donc, chaque partenaire a des points forts qu'il faut savoir optimiser. Et nous savons que la Russie, tout comme surtout la Chine, est très forte au niveau de la coopération économique, évidemment. Donc, chaque partenaire a des points forts qu'il faut dorénavant optimiser. Or, nous comprenons implicitement dans le discours de M. le Premier ministre, quand il parle de partenaires historiques, comme s'il y avait un pays qui était né avec un partenaire historique, c'est la France qui s'est, en tout cas, donné ce rôle de partenaire historique ici, au niveau de l'Afrique, ce qu'on appelle francophone. Partenaire historique, ok. Mais ce partenaire historique qui est la France, ici, a jusqu'à présent interdit des partenariats gagnant-gagnant avec les autres pays, a jusque-là interdit que des pays africains que la France est revendu comme être dans son précaré diversifient leurs partenariats. C'est pourquoi vous avez un peu cette sortie du Premier ministre du Burkina. Et ce qu'il faut comprendre en 4e point de son discours, il dit qu'on ne peut pas rester sourd à l'appel de certains de nos concitoyens. J'ai bien noté le point. Nestor, ça veut dire que vos manifestations sont entendues. Vous êtes en train d'être entendus. Et les réseaux sociaux du Burkina Faso sont sillonnés par les services de renseignement, bien sûr. Cela confirme ce que nous avons dit, que même si c'est 3 à 5 personnes qui manifestent, dites-vous que le message est en train d'être passé. Cela veut dire aussi que les autorités du Burkina reçoivent vos messages. Mais est-ce que les messages seront matérialisés?
on juge les maçons au pied du mur. Le dernier point, il dit qu'il est outré lui-même par les propos de l'ambassadeur de la France qui s'en est excusé et que dorénavant, l'affaire c'est du passé. Quitte, je ne sais pas s'il s'est excusé publiquement, parce que sa déclaration était une déclaration publique. À une déclaration publique, il faut des excuses publiques. À une déclaration privée, des excuses privées. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est comme ça que, en tout cas, la souveraineté d'un pays doit être respectée. Et j'espère que le Premier ministre va réellement attendre de nouveau les appels de ses concitoyens. Maintenant, dans l'analyse de cette situation, après avoir décrypté un peu le discours du Premier ministre, c'est voir si le discours il est sincère. Nous le saluons. S'il est sincère, c'est-à-dire dans un mois, dans 2 mois, nous allons voir des actes qui vont suivre. Et si le discours n'est pas sincère, cela veut dire c'est tout simplement essayer de rassurer les Burkinabés qui veulent manifester demain encore contre cet ambassadeur de la France et contre la présence militaire de la France. Et c'est une façon de les calmer, d'appeler à l'accalmie. C'est la zone d'ombre dans ce discours, puisque jusqu'à présent, ce qu'il faut retenir, il y a des militaires français sur le sol burkinabé. Nous savons que pour un début, il faut un discours de ce genre. Tout de suite, connaissant un peu l'arrogance de M. Macron et de son équipe, vous allez le voir, ils vont commencer, ils seront atteints d'une panique, il y aura de la palpitation, et à partir de cela, ils vont commencer à faire des discours. Jusque-là que la France est retenue de le faire envers les autorités du Burkina, la France ne parle pas beaucoup de gouvernement illégitime, irresponsable, illégal, comme la France accuse le gouvernement du Mali, tout simplement parce que le gouvernement du Mali leur arrête de partir. Donc nous allons voir les jours à venir, les semaines à venir et les mois à venir seront décisifs. Quelle qu'en soit la situation, nous nous portons du côté du peuple du Burkina et nous prions Dieu que notre peuple frère gagne ce combat et que toute l'Afrique sorte victorieuse de ce combat. Merci. Diawara, je vous retrouve à présent, Linda Larbaoui, pour revenir un peu sur Luc Alade, Albert Ouedraogo. On a parlé dans cette interview, il affirme que l'ambassadeur de France s'est excusé. Lui-même dit avoir été outré par les propos de Luc Alade. Eh bien, Linda Larbaoui, est-ce que pour plus justement de crédit, parce qu'on a l'impression que ce gouvernement veut paraître crédible aux yeux de cette jeunesse qui ne cesse de manifester son mécontentement, est-ce que pour plus de crédit, Linda Larbaoui, Albert Ouedraogo ou bien le gouvernement de Paul-Henri Sandaogo Damiba n'aurait pas simplement pris la mesure de renvoyer Luc Alade du côté de la France pour essayer d'être crédible? Bon, il faut d'abord dire une chose que je n'arrête pas de répéter. Il y a un pacte secret, il y a un pacte qui existe depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui entre 4 pays. 4 pays qui se sont impliqués à libérer le Sahel. Il y a d'abord le Mali, M. Modibo Keïta, paix à son âme. Il y a l'Algérie, il y a le Burkina et la Guinée. Si vous voulez libérer le Sahel, c'est ces pays-là. Il y a quelques jours, je disais la même chose, sans citer le mot pacte. Et je n'arrête pas de dire, même à M. Nestor, je lui dis, des fois, les choses prennent plus de temps. Mais il faut patienter. On ne peut pas être sur tous les fronts. Le Sahel est en train de changer. Vous verrez qu'à partir de samedi, quand Macron va rentrer chez lui, il y aura des changements parce que le premier dossier qui sera traité déjà, c'est le dossier du Mali, donc le Sahel. Et le 1er novembre, il y a les grandes manœuvres qui vont se passer dans le Sahel, donc dans le colon Béchar, avec la Russie, avec l'Égypte aussi, qui est infestée en ce moment de terroristes. Hier encore, ils ont frappé
côté mer Rouge, dans le Sinaï, il y a le Pakistan. Le Pakistan, on ne peut pas l'exclure parce que Al-Qaïda est sorti du Pakistan, pas de l'Afghanistan. Les talibans, ils sortent du Pakistan. C'est là où ils ont été fabriqués. Et Hillary Clinton l'a bien reconnu. Elle a bien dit que nous avons créé tout ça pour casser l'Union soviétique. Qui est l'héritier de l'Union soviétique? C'est la Russie. C'est pour ça que je reviens souvent à l'histoire. Il faut revenir à l'origine des choses. Donc là, ce qui est en train de se passer aussi, on revient à l'origine des choses. Boumedienne, paix à son âme, qui a été liquidé. Boumedienne, il a été empoisonné. Maintenant, avec la nouvelle Algérie, le nouveau gouvernement, il y a pas mal de dossiers qui sont sortis. Il n'y a pas eu que Boumedienne qui a été liquidé. Il y a eu des ministres aussi, des premiers ministres. On a eu beaucoup de gens qui ont été liquidés. Celui qui a fait le MALG aussi, qui est devenu la sécurité militaire, donc le service de renseignement, Bossouf a été liquidé aussi aux Champs-Élysées par un serveur qu'on a acheté. Il s'est arrêté pour boire un thé et puis il est mort là. Donc les Algériens ont enterré beaucoup de gens comme ça, des gens qui travaillaient secrètement, discrètement. Certainement la même chose au Mali, la même chose au Burkina et la même chose en Guinée. Maintenant, je vais revenir, je ne vais pas m'étaler trop dans tout ça, mais je vais revenir au discours. Le discours comporte deux parties. Une partie, il s'adresse au peuple, et une partie, il s'adresse à l'opinion internationale qui veut instaurer la démocratie. Voilà. Donc, le peuple burkinabé, on lui dit ce que M. Issa Jawara vient de dire. Oui, c'est vrai, on est en train de faire passer un message comme quoi il faut nous soutenir, il faut sortir, il faut réclamer. Quand il dit il ne faut pas rester sourd, ça veut dire que le peuple est sorti, le peuple réclame, mais il faut davantage, il faut faire davantage. Voilà. Pour dire à toutes ces nations de néocolons, les États-Unis et autres, le peuple est en train de réclamer une indépendance totale, le peuple est en train de réclamer le départ de la France, ça justifie. C'est ce que nous avons fait, nous, au Irak, c'est ce qu'a fait le peuple malien, et à chaque fois je disais, tant que le peuple soutient les gens qui sont au pouvoir, que ce soit militaire ou pas, eh ben, le Mali ne lui arrivera rien. Pourquoi? Parce que si le peuple fait autrement, ça va être l'OTAN et ça va être des bombardements comme on a vu en Libye, en Syrie, partout. Donc tant que le peuple sort, et c'est ça le message que le ministre veut faire passer. Il y a un autre message qui est adressé aussi à ceux qui ont mis le bazar dans le Sahel quand ils parlent d'équipement et ils parlent de renseignement. Ça aussi, c'est un message. C'est quoi les équipements? Les équipements sont plus importants que les avions, c'est plus important. Dans l'équipement, nous avons les munitions. On peut vous donner les meilleures armes du monde, mais si vous n'avez pas de munitions et vous avez une bande de terroristes en face, qu'est-ce que vous allez faire de votre arme? Vous n'allez rien faire. Ça, c'est un point important et c'est un message aussi que le ministre veut faire passer, c'est-à-dire que nous allons nous équiper pour défendre notre pays. Les mots sont choisis. Et quand je dis les mots sont choisis, vous êtes, Nestor, vous êtes journaliste et vous savez que ce genre d'interview est déjà préparé. Donc les questions ont été préparées et les réponses ont été préparées. Donc là, il y a deux messages. Le message pour le peuple et le message pour l'opinion internationale, y compris la France, qui a encore tout un régiment là-dedans. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut que je rappelle, c'est qu'au Burkina, il y a à peu près 300 soldats ou 300, je ne sais plus, j'ai oublié comment on appelle ça, mais en tous les cas, dans l'armée française, il n'y a que 300 personnes. On ne peut pas
pas défendre un pays avec 300 personnes, ce n'est pas possible. Donc, c'est quoi ces 300? Ce sont les forces spéciales. Et dans les forces spéciales, nous avons malheureusement les agents de la DGSE. Donc, c'est encore un laboratoire qui travaille et encore un ambassadeur qui lâche des mots pour voir, c'est un boomerang. On va lâcher une phrase et on voit le retour. Qu'est-ce qu'il va y avoir au retour? Ils ont fait ça en Algérie plusieurs fois. En 2019, la fin de l'année 2019, juste après le vote, on a même armé Haftar pour qu'il vienne vers la frontière algérienne et il comptait rentrer en Algérie. Et là, ils ont eu une très très belle réaction, c'est que tous les jeunes Algériens se sont dirigés vers la frontière pour dire nous sommes dans le Hirak, c'est vrai, mais nos frontières, c'est stop, on ne touche pas à nos frontières. Donc, juste après, bizarrement, on a eu un rapport de la CIA qui disait que il y a eu le vote, maintenant, c'est vrai que la majorité des gens n'ont pas voté, mais il a été élu par ceux qui ont voté démocratiquement. Il y a l'armée qui est là, à l'époque, c'était encore M. Gaïd Saleh, paix à son âme, et il y a le peuple qui soutient tout ça. Donc c'est important que le peuple soutienne. Le ministre, il faut lui donner du temps. On peut pas, encore une fois, on peut pas être sur tous les fronts. Si on s'éparpille, il y a des gens qui travaillent dans le secret, et ceux qui travaillent comme ça discrètement dans le secret pour libérer l'Afrique, c'est ce que nous appelons les États profonds. Ils ne peuvent pas être partout. C'était explosif au Mali, c'est encore dangereux. Il y a des armes qui ont été déversées en Afrique, donc il faut y aller doucement. Et moi, j'ai confiance par rapport à tout ce que j'ai comme information, et j'arrête pas d'en parler. J'ai confiance, j'ai vraiment confiance, parce que l'Afrique est en train de changer. Et déjà, encore, je le rappelle, aujourd'hui, Macron est en Algérie. Le dossier du Sahel est important, c'est le premier dossier. D'autant plus, à chaque fois je veux en parler, j'oublie l'histoire de nos amis maliens, le traité d'Alger. C'est pas parce que ça s'appelle le traité d'Alger que l'Algérie a joué un rôle. C'est faux. Au contraire, la France a évincé l'Algérie à l'époque du dossier du Sahel. Ça serait passé autrement s'ils avaient laissé la diplomatie algérienne faire. Et nous avons été évincés, et c'est le Maroc qui a pris les devants. Et j'ai assez expliqué qu'est-ce qui est le rôle du Maroc. Je ne parle pas du peuple marocain, je parle de l'État marocain. Voilà. Donc, on nous a évincés du traité d'Alger. On n'avait pas notre mot à dire, alors que nous partageons les 1300 kilomètres de frontières, mais aussi les mêmes tribus, c'est les mêmes ethnies. Et aujourd'hui, ce dossier va être traité. Donc, le dossier du Sahel sera traité. Et les Français savent très bien que l'Algérie ne bougera pas par rapport au Mali. Je vais donner une information, c'est que tout ce qui est sécuritaire et militaire, M. Tebboune ne va pas, il laisse ça aux militaires. Donc ça ne va pas, si nos amis maliens ont peur que les Algériens changent d'avis, ben je leur dis non, et ce dossier ne sera pas traité. Ce qui est traité, c'est autre chose, c'est sécuriser le Sahel, reprendre les bandes là de terroristes, et à partir de ce moment-là, eh ben, on verra que le Burkina pourra avancer, parce qu'il ne faut pas déplacer les forces de terroristes qu'il y a. Ils vont partir du Niger et du Mali pour aller pourrir le Burkina, et c'est encore les civils qui vont payer. Donc allez-y doucement, faites des manifestations, réclamez ce que vous voulez, mais il ne faut pas saccager ce qui a été construit. C'est la seule chose que je peux dire au peuple burkinabé. Faites très attention à ce que vous faites. Il faut être conscient et il faut réclamer ce que vous voulez. Vous l'avez entendu par votre ministre, et puis les choses changeront. Merci à vous, Linda Larbaoui. Je reviens vers vous une fois de plus, Nestor Podacé. Étant donné que dans le jargon communicationnel, rien
ne se fait au hasard. Linda Larbaoui l'a relevé il y a quelques instants. Cette interview a forcément été préparée. Le protocole d'interview, comme on l'appelle, a été envoyé au Premier ministre Albert Ouedraogo, qui l'a lu, qui a accepté de répondre aux questions et l'interview a été diffusée. On parlait tout à l'heure de messages subliminaux qu'on peut transmettre dans ce genre d'interview. Issa Diawara a l'habitude de le dire, au Mali, avant d'arriver dans la situation où les Maliens sont actuellement, il a fallu aller pas à pas. On ne peut pas s'engager sur tous les fronts, comme on le dit souvent. Cette fois-ci, est-ce que vous sentez, avec cet entretien diffusé, d'ailleurs sur les antennes de la télévision nationale, qu'il y a un message subliminal que les autorités de Ouaga souhaiteraient faire passer et faire comprendre à Paris? Bien sûr, bien sûr. Il y a un message qu'ils voulaient faire passer parce que, comment dirais-je, nous, quand on a commencé les manifestations, il faut être honnête. Personnellement, j'ai été reçu 2 fois par les autorités. Et il y a une 3e rencontre qui est prévue encore. Ils multiplient les rencontres avec nous, les organisateurs de la manifestation. Bon, je ne vais pas étaler ce que nous nous sommes dit ici. Mais nous, avec nos militants de base, ils veulent voir les résultats avant d'arrêter les manifestations. Et moi-même, je suis dans cette dynamique-là aussi. Comme vous l'avez vu, depuis que nous avons commencé, à part à Ouagadougou, où notre camarade a été arrêté et relâché, à Bobo, nous n'avons pas eu d'incident. En tant que responsable régional à Bobo Bilasso qui coordonnait les marches, nous avons tout fait pour éviter la confrontation entre la police, la gendarmerie et les manifestants. Donc, les 2 sorties qu'on a fait, on n'a pas eu d'incident avec les autorités. Maintenant, à ce qui concerne le message que le Premier ministre veut faire passer auprès de la France, auprès de l'ambassadeur, mais il ne faut que dire ce que nous on a dit, mais nous on pense qu'il n'a pas dit de la manière forte, comme il devrait le dire, comme nous on veut. Parce que moi aujourd'hui, M. Luc Alal est devant moi, face à face, je vais cracher sur son visage. Ça c'est clair. Moi je ne suis pas un diplomate, je suis de chez moi, il vient m'insulter, et d'ailleurs même l'ambassadeur n'a pas le droit de s'adresser au peuple burkinabé directement. Parce qu'il n'a pas ce droit. Même dans le carcan diplomatique, il n'a pas ce droit de venir s'adresser au peuple. Donc, c'est pour ça que nous disons que le Premier ministre a dit qu'il y a une jeunesse de plus en plus éclairée, une jeunesse décomplexée, qui n'a pas peur, donc ne pas tenir compte de leur point de vue, c'est soi-même être idiot plus que cette jeunesse-là. Alors, donc, ce côté nous satisfait, mais ce n'est pas arrivé. Dans le jargon ivoirien, on dit c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Parce que comme je l'ai dit ici au début, depuis 15 octobre 1987, quand Thomas Sankara a été assassiné, Blaise Compaoré jusqu'à Roch Kaboré, ils nous ont tous servi de mensonges dans la gestion d'État. C'est pour ça aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre les dirigeants et le peuple. Tant que le peuple ne voit plus, nous sommes tous devenus des saint Thomas. Tant qu'on ne voit plus, on ne croit pas. Donc, c'est pour dire que ce discours-là, ça peut, moi, personnellement, j'ai déjà répondu au Premier ministre par un vocal. J'ai même fait un écrit. J'ai dit, ce discours-là est fait pour tromper les esprits faibles, pas nous autres. Tant que nous, on ne voit pas les résultats, on ne croit pas. Et on ne va pas baisser les bras. Raison pour laquelle nous avons maintenu les manifestations chaque vendredi, jusqu'à ce qu'on obtienne le départ de l'ambassadeur, qui est d'abord non négociable. Cet ambassadeur idiot inutile n'a pas le droit de rester à Ouagadougou. Il ne restera pas ici. Si Damiba et son gouvernement veulent notre soutien, il faut qu'ils renvoient ce énergumène-là. Ça, c'est irrévocable, ça, c'est non négociable. Voilà, quand les autorités nous ont reçus, nous avons dit chaque première revendication est non négociable. Peut-être le reste, on peut surcharger pour vous permettre de négocier, puisque déchirer les accords militaires, ça prend du temps, peut-être quelques jours pour réviser, mais le départ de l'ambassadeur, c'est un décret qu'il faut prendre à la minute près et il est parti. Si vous ne pouvez pas faire ça, ne cherchez même pas à me rencontrer. Bon, pour une 3e rencontre, ils sont passés par quelqu'un de très influent dans notre mouvement pour dire pardon, viens, on va faire une 3e rencontre. Je dis bon, je viens. Mais si mes revendications sont plus satisfaites, ne m'appelez plus, je ne viendrai plus là-bas. Donc, le Premier ministre, en répondant ainsi et à Emmanuel Macron et son gouvernement, ainsi que son ambassadeur, M. Luc Alal, un idiot inutile, peut-être c'est pour une manière de dire, bon, on a entendu votre message,
on va essayer d'aller dans votre direction. Mais pour le moment, tant que nous, on ne voit pas les preuves sur le terrain, nous, on ne va pas baisser la garde. Parce que nous avons vu que depuis le début du coup d'État, si on avait continué les manifestations, peut-être à l'heure là, ce qu'on est en train de négocier là, c'était déjà réglé. Mais comme nous avons laissé l'attitude, et on a même baissé la garde un peu pour laisser au gouvernement, parce que je me rappelle très bien, après le coup d'État, on a eu une première manifestation le 5 février, après nous sommes allés au 19 février, après le 27 mars, après le 23 avril, après le 14 mai, après nous avons fait le 21 juin. Donc ça veut dire que nous avons manifesté qu'un mois. Donc nous trouvons que nous avons trop laissé du temps. Raison pour laquelle, à partir d'août, quand l'ambassadeur nous a insulté en juillet, à partir de mi-juillet, nous avons décidé de sortir maintenant à partir du 12 août chaque vendredi. Chaque vendredi. C'est comme ça que nos frères maliens ont fait pour obtenir ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils sortaient tous les jours, tous les vendredis. Parce que quand chaque semaine vous êtes dans la rue, ça amène l'autorité à dire le peuple ne dort pas, ils sont réveillés. Soit on satisfait leurs demandes, soit... Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing. Le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle. Et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand. Et puis partout, on a Trèche-la-Plaine, Port-Bouët, Binger. Non! Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer Kako Noboko, renvoyer Kemi Seba, renvoyer Nathalie Yamb, contester les propos de Salif Keïta ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun. Chacun de nous, les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier, sans animosité, sans bestialité, mais avec fermeté et conviction, il faut liker, il faut partager. Parce que c'est l'Afrique de demain qui se joue là. Nous ne voulons plus être des marchandises, nous ne voulons plus être sous la tutelle de quelqu'un, nous voulons redevenir des hommes libres.